Et bienvenue pour cette avant-dernière conférence de cette édition de Virtual Livre. Le thème d'aujourd'hui, un thème musical, c'est assez exceptionnel, l'impact du glam metal dans les années 2000. Pour en parler avec moi, Ivan Martin, alias le rocker fêlé. Salut à toi. Salut à tous et toutes, salut à toutes et tous, pardon. Ah oui, la galanterie, on n'oublie pas. Et Est-ce que oui. tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Eh bien alors, je m'appelle Ivan Martin, j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans maintenant, même si j'ai du mal à sortir des vidéos, je le reconnais, je ne suis pas très assidu. Mais où je parle, je fais découvrir des groupes de musique, principalement de rock, de hard rock, de métal. Et l'idée, si je prends un groupe très connu comme AC/DC, Queen, Iron Maiden, c'est de parler des albums ou des chansons que on va dire, les personnes qui ne connaissent pas trop cet univers, ou même les aficionados, n'écoutent pas forcément. Donc c'est une manière de faire vraiment découvrir en entier ces groupes-là. Et avec des petits sketchs en plein milieu des vidéos où moi et mon équipe on se déguise dans les membres du groupe qu'on décortique et on balance des vannes histoire de faire rire, parce que sur YouTube les gens aiment bien rire, mais en même temps sur YouTube les gens aiment aussi bien apprendre des choses. Donc c'était une manière un peu de faire ces deux choses en même temps. Voilà. D'accord. Et donc, tu as proposé du coup ce sujet, l'impact du glam metal dans les années 2000, mais avant toute chose, on va définir un peu les bases. Comment toi, tu définirais le glam metal? Parce que c'est un genre qui est pas si connu que ça aujourd'hui. Comment tu le Malheureusement, définirais? c'est un genre qui est monté très très vite et qui est redescendu très très vite, qu'on va vraiment dire qui a eu son apogée au milieu des années 80 et principalement aux États-Unis. Pour la faire courte, pour que les gens visualisent vite fait, quand les Anglais créent un style, les Américains, on va dire, vont le récupérer et les Californiens vont également récupérer ce que les Américains ont fait. Donc les Anglais créent le rock dans sa globalité, hein, les Beatles, les Rolling Stones, Iron Maiden, Motorhead, enfin tous les groupes qu'on a tous écoutés et surécoutés. Les Américains, ils se disent tiens, c'est cool, faut faire la même chose, mais nous on va aller encore plus loin, plus grand, plus fort comme d'habitude, c'est très américain. Et les Californiens, ils vont faire ah ben on va faire comme les Américains, mais nous on va être plus beau, plus huileux dans ce style-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 80 aux États-Unis, on va dire qu'il n'y avait pas eu le mai 68. On va dire qu'il y avait encore une énorme présence du père, de l'image du patriarcat, ce genre de choses. Et toute la jeunesse qui écoutait la musique avait envie d'envoyer se faire foutre le père. Hein. Tu me permets des gros mots. Pas de problème. Et d'un seul coup, ils se sont dit comment faire pour provoquer cette ancienne génération qui va détester évidemment tout ce que l'on va faire. Plus on va être viril, plus on va être fort, bah non, plus ça c'est ce que le père va aimer. Donc il faut qu'on se travestit, faut qu'on se représente en femme. Et là évidemment, ça va être affreux pour toute cette image virile que les Américains et que les Californiens aimaient bien montrer dans ces années-là. Et donc d'un seul coup est arrivé ces groupes. Le plus grand, ça va être évidemment Motley Crue, où l'idée c'était faut se laisser pousser les cheveux comme ce que les rockers faisaient déjà 10 et 20 ans avant, mais il faut que ça soit très dans le maquillage, dans le côté théâtral et à fond, avec évidemment des tenues très exubérantes de plus en plus. On va dire Twisted Sister, pour ceux qui ne voient pas, je vous invite à écouter ce groupe-là. C'est eux qui sont allés, on va dire, le plus loin, où c'était vraiment les barésies, les hauts talons, les trucs comme ça. Et c'est les gens vont, enfin petit à petit, ils vont appeler ça le glam metal pour le côté glamour, en fait, tout simplement. Ils se sont beaucoup inspirés, on va dire, de David Bowie, d'Alice Cooper, de ces groupes-là, qui également avaient commencé ce côté très théâtral sur scène, de créer des personnages hauts en couleur, on va dire. Sauf qu'il fallait, encore une fois, pousser le bouchon toujours plus loin. C'est-à-dire que David Bowie ou Alice Cooper, ils n'étaient pas allés aussi loin. Il fallait vraiment qu'ils poussent le bouchon plus loin. Et en plus de ça, il fallait que dans les paroles, ça parle principalement de sexe. Parce que Ah, c'était le sujet tabou aux États-Unis, c'était interdit d'en parler. Donc là, fallait parler du cul, du cul, du cul, mais tout le temps. Mais c'est un style qui malheureusement n'a pas tant marché que ça. Voilà, début 80, quand Motley Crue a débarqué, d'un seul coup, toute cette jeunesse a dit, ouah, trop bien, c'est génial, ça nous plaît. Sauf que d'un seul coup, cette jeunesse ne s'est pas sentie proche de ces artistes qui étaient beaucoup trop en adéquation avec la société. Et quand d'un seul coup est arrivé des groupes comme Metallica, comme Nirvana, et avec la montée du hip-hop, où les mecs étaient beaucoup plus proches de ce que les jeunes, les jeunes se sentaient plus proches d'un James Hetfield qui arrivait avec le jean dégueulasse, les cheveux gras et un vieux t-shirt pourri, que tous ces artistes de glam qui avaient toujours des tenues très exubérantes, où c'était impossible de sortir dans la rue habillé comme Vince Neil ou Tommy Lee. Enfin, c'était impossible. T'as 16 ans aux États-Unis, tu peux pas te le permettre. Ou tu peux, mais attends-toi à des représailles, quoi.
Donc c'est pour ça. Et en fait, en Europe, évidemment, on va dire, les gens avaient déjà découvert énormément de groupes et de styles. Donc le glam metal californien, c'était pas du tout intéressant. Quand tu avais découvert les Pink Floyd, Dire Straits, Lou Reed, ces groupes-là, enfin d'un seul coup, tu débarques comment Motley Crue en France, ça n'a pas vraiment beaucoup marché. Mais petit à petit, dans les années 90, avec l'émergence de tous les styles de métal qui vont arriver, principalement le néo-métal, je sais que ça en fera plaisir à certains, mais voilà, tous ces styles qui ont commencé à arriver, d'un seul coup, bah, les parents, les pères ou les grands frères ont pu faire découvrir soit à la génération qui est en train d'arriver. Ah ouais, t'aimes bien Korn, ah ouais, t'aimes bien Linkin Park ou Sum 41, bah attends, je vais te faire découvrir les groupes que moi j'écoutais avant, et d'un seul coup, petit à petit, c'est comme ça que Cinderella, Rat, bon, après, il y en a, enfin là, je sais qu'à chaque fois, j'ai plein de groupes dans la tête et j'arrive jamais à les citer. Ont commencé un peu à émerger et c'est pour ça que de plus en plus de groupes qui veulent s'inspirer du glam metal sont en train d'arriver. En France, on a Black Rain. Pour ceux qui ne savent pas, ils étaient apparus dans la France, un incroyable talent il y a quelques années, mais c'est un groupe super. Hein, Black Rain, je vous invite vraiment à les écouter. Mais évidemment, tout ce qui va être les groupes finlandais, suédois, norvégiens, où là-bas, c'est vraiment la culture métal. Eux, ils baignent là-dedans depuis tout petit. Pour eux, c'est tout à fait normal de s'inspirer des groupes américains comme évidemment les Guns N' Roses ou Motley Crue. Et c'est ce qu'on va appeler ils se font appeler en fait le sleaze metal. Donc c'est on va dire un peu l'enfant bâtard du glam metal parce que eux ils vont à nouveau pousser les bouchons encore plus loin où dans les paroles ça va être encore parler de sexe mais encore plus crûment que ce que les années 80 pouvaient faire. D'où après les groupes comme Steel Panther sont arrivés où ils ont également fait la même chose, encore plus théâtral évidemment. Voilà, je sais que parfois je m'envole un petit peu tout seul dans mes explications, donc arrêtez-moi si à un moment donné ça devient trop compliqué. Justement, on va y aller point par point parce que c'est vrai que tu as répondu partiellement à chacune des questions que je voulais te poser. Mais du coup, on va pouvoir aller on va aller en profondeur. On va essayer d'explorer un peu tout ça, histoire qu'on en ait un peu plus de contenu. Donc, tu as cité deux exemples de groupes précurseurs. Donc, tu avais cité Motley Crue et Twisted Sisters. Est-ce que tu as d'autres exemples de groupes précurseurs ou émergents issus de ce genre musical durant les années 80 Oh, beaucoup trop malheureusement, parce que là, évidemment, parce que quand je suis en pleine explication, mon cerveau en fait, il connaît tous les groupes, mais alors bizarrement, j'arrive pas à en sortir un. T'as Poison, alors j'ai un accent anglais absolument nul, hein, donc on va bien accepter que je suis français. Donc il y a Poison qui évidemment fait partie de ses premiers groupes. Petite anecdote d'ailleurs, Slash, à l'époque où il cherchait un groupe, il avait auditionné pour Poison. Et bon, il avait déjà plus ou moins le niveau du Slash qu'on va connaître au début des Guns. Donc le gars touche bien à la guitare. Sauf que les membres de Poison l'ont pas pris parce que ils le trouvaient pas très beau. Il fallait que le premier critère dans Poison, c'est fallait que tu sois beau. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui ce groupe-là, même s'ils existent encore aux États-Unis, ils font des tournées, ils vont principalement jouer les 10 chansons les plus connues qui passaient à la radio dans les années 80. Donc t'as Poison, Twisted Sister, évidemment Motley Crue. T'as t'as Rat, alors R-A-2-T. C'est un groupe qui a beaucoup marqué leur présence du glam aux États-Unis, qui a été moins fort après évidemment en Europe. Il y a Rat, attendez, je cherche désespérément, là ça va me revenir. Tu as, oh là là. Attends, Autograph évidemment. Autograph, c'est un groupe qui avait été découvert par Van Halen. Alors pareil, Autographe, hein, encore une fois, les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ce groupe, on n'a jamais entendu parler, mais ici aux États-Unis, ça avait énormément marché. Alors il faut savoir en plus que ce sont des groupes américains et ce sont des groupes la plupart californiens. Ce qu'il faut savoir que les membres se détestent tous la plupart du temps, se foutent tous sur la gueule, ce qui fait que souvent quand un groupe a sorti 5 ou 6 albums, si tu regardes le line-up, ils ont toujours tout le temps changé. Et c'est à part parfois le chanteur qui va rester, mais la part du temps, si tu regardes, tu vois le nombre de membres que ces groupes ont eu, ça frôle l'indécence. Donc t'as Autograph, t'as un groupe qui s'appelle Babylon AD, qui avait fait la BO du film de Robocop 2. Voilà, je le balance comme ça, mais qui avait pas mal marqué aussi les esprits sur l'univers du glam. Mais il faut savoir que t'as Scorpion ou Europe, qui ne sont pas des groupes américains, mais qui ont également su imposer cette espèce de rock lyrique très poétique à travers le monde. Et Scorpion et Europe, ça parle à tous, évidemment.
Si je dis Final Condom pour Europe et puis Scorpion, I'm Still Loving You, mais évidemment je vous invite à écouter tout le reste parce que ces chansons-là ne sont pas du tout les meilleures. Mais je pourrais citer déjà ces groupes-là. Et ah oui, t'en as un autre qui s'appelle Jetboy, Jetboy, Jetboy. C'est un groupe qui traînait beaucoup dans le milieu glam en Californie avec les Guns, Skid Row, Aerosmith, parce qu'il faut savoir que tous ces groupes-là se connaissaient et se côtoyaient. Et après, ils se faisaient un peu la guéguerre sur scène en disant c'est nous les meilleurs, non, c'est pas eux, c'est nous. Mais après, ils allaient tous se pinter la gueule, principalement au Rainbow, qui était un grand bar à Los Angeles, où on va dire toutes les rockstars du monde y sont passées. Il existe encore il existe encore. D'ailleurs, c'est le bar dans November Rain et dans Estrange, le groupe des Guns, qu'on peut voir. Et souvent, si tu lis les biographies de plein de rockstars américaines des années 80, à chaque fois, je veux dire, Slash se rappelle d'avoir vu Lemmy de Motorhead là-bas, les Rolling Stones y allaient, Aerosmith y allait, donc c'était principalement les groupes américains, mais tu pouvais, dès que les groupes étaient en tournée, on a l'impression que c'était obligatoire d'aller dans ce bar-là. Et donc il y avait un peu ce côté, on fait tous la fête ensemble, on se côtoie tous, on s'aime tous, mais une fois sur scène, on se fait la guerre en disant c'est nous les meilleurs, on est bien plus fort que le groupe en face, c'est nous qui faisons les meilleurs riffs, les meilleures musiques, les meilleurs refrains, le chanteur est plus fort que l'autre. Toujours ce côté très compétitif que moi j'ai beaucoup aimé dans le glam en fait, ce côté un peu on va dire cette masculinité toxique viriliste pour dire des termes actuels si tu veux qui peut plaire en fait même encore aujourd'hui en le sachant. D'accord. Alors, tu avais répondu partiellement là encore. De toute façon, tu as répondu à toutes les questions un peu partiellement. Mais comment ce genre, comment le glam metal a évolué depuis sa création jusque dans les années 90? Est-ce qu'il a connu une évolution significative ou est-ce que c'est resté sur une même ligne de conduite, à savoir les féminisations volontaires Malheureusement, le côté spectaculaire. un style où si quelqu'un, enfin si tu ne découvres pas ça tout seul, tu peux passer à côté parce que dans l'univers du métal, c'est vraiment un style qui a vécu 5 ans, on va dire vraiment. Après, t'as des personnes qui vont devenir super fans et qui vont découvrir tous ces groupes récents de sleaze metal, mais vraiment le glam, c'est quelque chose qui est arrivé. Ils ont dit voilà les bases, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire et c'est tout. Donc c'était très codifié. C'était extrêmement codifié et le problème c'est que quand tu regardes justement les groupes que j'ai cités, on va dire c'est ceux qui je trouve ont fait les meilleures musiques et qui ont su marquer un petit peu par le autographe, le guitariste était je sais plus son nom mais genre Van Halen avait dit que c'était limite le prochain Van Halen, tu vois, donc quand un mec comme ça, enfin t'avais vraiment quelques artistes comme ça qui sortaient un peu du lot, mais la plupart du temps c'était tous des clones. On a l'impression, si tu regardes, tu tapes glam metal sur Google et que tu vois des images faites par des gens où ils te mettent en plusieurs photos l'une à côté de l'autre de plein de groupes, t'as l'impression que c'est tous les mêmes. Ils ont tous le même look, tous la même tronche et tous les mêmes coupes de cheveux. Même les groupes féminins, parce qu'il y en avait, il y avait quelques groupes féminins, pas beaucoup, mais quelques-uns. T'avais Vixen, très très bon d'ailleurs, Femme Fatale et Girls School. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle. Désolé de pas y avoir pensé tout de suite. Elles aussi, elles ont pas mal marqué les esprits. C'était d'ailleurs par contre la première fois que d'un seul coup des groupes entièrement féminins commençaient à débarquer. Souvent, il y avait toujours le groupe où c'était une chanteuse avec des musiciens qui étaient des mecs, parce que les producteurs considéraient que des groupes que de femmes, ça vendait pas, ou sinon c'était les girls band. Déjà à l'époque, ils pensaient comme ça. Le début des female vocals, donc. Ouais, exactement. Sauf que Girls School est le tout premier groupe où quatre filles ont débarqué en disant nous aussi on va faire du bon hard rock. Et après t'as Femme Fatale et autant pour moi parce que Femme Fatale c'est un groupe où c'était justement une femme et des mecs. Mais Vixen était le premier groupe entièrement féminin de glam. Mais si tu regardes leur look et les clips, t'as l'impression que c'est exactement les mêmes groupes que les mecs. Elles ont plus ou moins les mêmes looks, les mêmes coupes de cheveux. La voix, les chanteurs de glam avaient des voix justement très stridentes, très dans l'aigu. Donc souvent, quand moi je fais découvrir des groupes de glam à des personnes qui n'y connaissent pas, ils me disent mais c'est une meuf qui chante, alors qu'en fait non c'est un mec. Donc c'était difficile en plus pour les nanas de s'imposer, où les mecs étaient déjà aussi très féminins en fait dans leur manière de créer. Et donc c'est pour ça que d'un seul coup le public a beaucoup aimé au début. Et petit à petit, ils se sont dit, mais en fait, c'est chiant, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Y a jamais vraiment un groupe qui sort du lot, à part un peu Motley Crue, parce que eux, ils se sont dit, enfin, eux, si tu regardes un peu leur histoire, tu vois qu'ils n'ont pas voulu être codifiés à fond dans le glam. D'ailleurs, le film sur Netflix, The Dirt, l'explique plutôt pas mal. Et qu'après, ils ont essayé, évidemment, de faire des expérimentations, de voir un peu l'avancée de la musique avec l'arrivée du hip-hop, l'arrivée de la techno, l'arrivée
des différents styles de métal, alors que malheureusement, t'as plein de groupes de glam, comme Poison, qui eux, mais ils sont restés que là-dedans. Vraiment que là-dedans, que là-dedans. Et c'est là où, justement, je trouve ça toujours dommage quand on critique des groupes, quand ils veulent essayer des choses nouvelles, parce que je pense que le public a toujours envie de voir d'expérimenter des choses nouvelles. Exact. Pour ça, ça peut être intéressant quand tu grandis avec un groupe, que tu as aimé ce qu'ils ont fait, de les voir évoluer et d'évoluer avec eux, au lieu de taper toujours la même chose. Encore une fois, je suis un grand fan d'ACDC, c'est pour moi ma valeur étalon là-dessus. Mais ACDC, enfin, ils ont jamais rien changé. Même quand des nouveaux membres sont arrivés, tu avais l'impression que c'était tais-toi, tu fais ce qu'on te demande de faire. Du hard rock, et c'est tout. On rajoute rien d'autre. En plus, je crois que même c'est Tommy Lee, le chanteur de Motley Crue, c'est bien ça? Non, Tommy Lee, c'est le bassiste, mais c'est le créateur. Ouais, le bassiste, excuse-moi. Mais même Tommy Lee avait fait une formation durant les années 90 qui s'appelait Methods of Mayhem, qui n'a rien à voir avec le glam, parce que je pense que même lui devait en avoir marre. Et c'est du rap metal, Methods of Mayhem. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. C'est pour ça que ça m'avait toujours surpris que Motley Crue se reforme, puis après non, puis après se reforme, puis après non. Parce que quand tu regardes, alors Vince Neil, le chanteur, c'est lui qui est un peu plus resté dans cet univers-là. Parce que quand tu écoutes ses albums solo, ça reste très glam metal, hein, à fond les ballons. D'ailleurs, il y a une chanson de Vince Neil qui s'appelle AC/DC, rien à voir avec le groupe. La chanson s'appelle Courant alternatif, courant continu, qui est excellente. Je vous invite à l'écouter. Mais Vince Neil, c'est vraiment un mec qui, lui, bon, il fait parce que il n'a pas voulu trop partir loin, bien que c'est un chanteur absolument horrible. Il ne sait pas chanter, c'est affreux. Et là, les dernières tournées de Motley Crue qu'ils ont fait, là, il y a 4-5 ans maintenant, il avait plus de voix, c'était une horreur. Enfin, c'était affreux. Alors que par contre, Tommy Lee, alors Tommy Lee c'est le batteur, pardon, mais mais je suis fatigué. Tommy Lee c'est le batteur, c'est Nicky Six, le bassiste créateur de Motley Crue là. Je pense qu'il y a des gens, ils ont dû dire qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Tommy Lee, tout à fait. Tommy Lee, c'est un mec il est parti à un moment donné, il est parti en mode DJ dubstep. C'est un mec qui a énormément, qui allait chercher toutes les inspirations possibles. Il faut même savoir que il y a des artistes de rap, alors ça m'énerve, je ne sais plus le nom, il y a Post Malone dedans et c'est Tila Yawek, je pense que je le dis mal. Donc c'est des rappeurs, deux rappeurs qui avaient fait une chanson en hommage à Tommy Lee. La chanson s'appelle Tommy Lee d'ailleurs. Il parle de la rockstar, de l'influence que ce mec-là a eu sur l'univers de la dubstep, de la techno et même du hip-hop en général. Et il y a une version remix de cette chanson que Tommy Lee a fait avec un côté un peu plus rock, mais un espèce de mélange fusion hip-hop metal qui est juste extraordinaire. Et il y a une interview de Tommy Lee qui dit mais heureusement que eux ils ont voulu justement aller un peu plus loin, de voir un peu l'évolution de la musique au lieu d'avoir des œillères et de rester juste sur un style prédéfini. Encore une fois, si tu t'intéresses au glam metal, tu découvres mais des groupes mais absolument incroyables qui ont fait des musiques mais de fou. Mais tu as l'impression qu'à partir des années 90, ils sont complètement tombés dans l'oubli, mais en même temps, quand est arrivé Nirvana, Metallica, les NWA, les Guns N' Roses, ces groupes-là, le glam metal est complètement il est tombé dans l'oubli, quoi. Mais même d'ailleurs, je regardais une vidéo de Maxwell, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Ouais, il avait fait à un moment une vidéo qu'il avait nommée Laboratoire norvégien où il parlait de la scène métal extrême norvégienne du début des années 90 et même eux ils en avaient rien à foutre des codes et ils se mettaient à faire des expérimentations, des fois des trucs t'es en mode mais d'où ça sort. Ouais. Et des fois ça paraît être tiré par les cheveux mais les mecs ils essayaient quoi. C'est ça, surtout c'est ce qu'on attend. Enfin moi je trouve, après on peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est ce qu'on attend des artistes. Après le risque est énorme. Même on peut prendre des exemples récents dans le cinéma où on a vu que des grands films ont essayé de prendre des risques en essayant de contourner un peu les codes et on a vu ce qui s'est passé. Mais souvent, moi, je trouve ça intéressant que malheureusement d'aller voir un film ou aller voir ou d'attendre l'album d'un groupe et de te dire, enfin, en fait, finalement, je l'attends, mais je sais pertinemment ce que je vais entendre, même si ça va être bien. Moi, il y avait un groupe que j'avais adoré, leur premier album, il avait fait l'effet d'une bombe, c'était Airborne, que tout le monde disait, bon, un peu, c'est les nouveaux AC/DC. Moi, j'aimais pas trop qu'on dise ça, parce que je trouvais qu'ils avaient un style qui était un peu les leurs, même si évidemment, c'était du bon hard rock à l'ancienne, avec aucune nouveauté, hein, les mecs n'inventaient rien. Et là, ils ont sorti leur 5e album, et ils me saoulent déjà, parce que je me dis, ok, vous êtes très bons, ils font du bon hard rock, mais les gars, il y a même pas une balade en milieu, ou je sais pas, un petit truc qui fait que t'as l'impression que les mecs, ils rentrent en studio, ils font, allez, on fait la même chose et puis on va se planter la gueule, ils prennent pas de risques. Je trouve ça dommage.
C'est pour ça que moi, je suivrai toujours les artistes. Et en soi, j'aime beaucoup le glam metal. C'est vraiment un style que je trouve le plus beau style dans tout le metal parce que c'est celui qui, je trouve, c'est celui qui me touche le plus. Mais après, je pense que en fonction de de la manière dont on perçoit le monde et notre sensibilité au monde, on a toujours un style qu'on va aimer plus qu'un autre. Mais je reconnais que de temps en temps, quand je me suis écouté ou réécouté tous les groupes de glam que j'ai l'habitude d'écouter, bah, je vais me relancer à nouveau sur un autre style parce que j'aurai l'impression à nouveau d'avoir refait le tour. Même dans les groupes de sleaze metal, par exemple, je parlais de Black Rain, mais t'as un super groupe. Alors, ils ont encore changé de chanteur. Alors, eux, ils ont changé beaucoup de fois de chanteur. C'est Crash Diet. C'est un groupe, alors on ne sait plus s'ils sont norvégiens ou finlandais. Crash Diet, mais alors eux, leur premier chanteur s'est suicidé, donc ils ont dû changer. Ensuite, le chanteur qu'ils ont pris était nul. Ils ont pris un autre chanteur qui était absolument incroyable. Il n'y a pas Celtic Frost aussi qui avait tenté un virage un peu glam metal durant leur carrière? Redis-moi le nom, moi j'ai pas entendu. Celtic Frost, Code Lake. Ah, alors je connais malheureusement là, malheureusement je vais poser mon joker. Je ne connais pas assez ce groupe pour pouvoir répondre à cette question malheureusement. D'accord. Je préfère pas dire de bêtises. D'accord. Comme tout à l'heure avec Tommy Lee qui crée Motley Crue, je me flagellerais de m'être trompé parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je pense que je stresse un petit peu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres motifs qui expliquent le déclin du glam metal dans les années 90, hormis le manque de renouvellement et la réapparition de modèles un peu plus virils? Non, je pense que c'est on va dire l'erreur. Bon, ça va. Je vais rentrer dans un discours un peu cliché, mais on va dire que les producteurs, les personnes qui décident un peu de ce que le public doit voir et doit écouter, ont vu que, on va dire début des années 80, ce style qui avait été imposé par, comme je disais, Alice Cooper, David Bowie ou Kiss, était en train de prendre de l'ampleur de plus en plus, que d'un seul coup il y avait un public qui commençait à montrer vraiment leur intérêt pour cet univers. Et évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'argent à se faire? Bah, on pousse on crée plein de groupes pour se faire le plus de thunes possible. Parce que littéralement, souvent on disait ça pour l'industrie des girls bands et des boys bands, où c'était on prend des mecs ou des nanas, on les fout ensemble alors qu'ils se connaissent pas et on leur crée des musiques et puis boum, et puis s'ils sont beaux gosses ou si elles sont belles, bah on fait des clips, ça vendra et les gens seront contents et puis c'est tout. Et c'est un peu malheureusement ce qui s'est passé avec le glam dans une moindre mesure, c'est que d'un seul coup, c'est un style qui marche, le public en raffole. En plus de ça, il faut savoir que, comme je disais, c'est avec le glam en soi qu'on a commencé, que les artistes ont essayé d'aller toucher un autre public qui était un public plutôt féminin, parce que même si en soi, dans les années 60-70, l'Europe touchait quand même un grand panel de public, il y avait très très peu, voire pas du tout d'artistes féminins. Alors que dans le glam, d'un seul coup, ça commençait un petit peu à arriver. T'avais Janis Joplin, évidemment, ou la chanteuse de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, mais t'en avais une ou deux. Alors que tu regardes le nombre de groupes masculins dans les années 60-70, t'en comptes des centaines, des 200, 300, tu vois. Alors que le glam a essayé de se dire, en plus c'est cool, on peut attirer un autre public, donc ça veut dire plus d'argent, donc c'est cool. Sauf que bah ils ont continué jusqu'à ça, ils ont pressé le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus quoi. Et je pense et c'est malheureusement à chaque fois c'est un peu ce qui se passe tout le temps parce que si tu regardes tous les autres styles de métal qui sont arrivés un peu après, t'as l'impression que la plupart du temps c'est ce qui se passe. Un groupe commence à arriver et ça fonctionne, et ben quand NWA dans le hip-hop, dans le gangsta rap est arrivé, ben d'un seul coup il fallait sortir plein de groupes de gangsta rap à côté. Alors après, évidemment, t'as quand même des super artistes qui en ressortent au milieu, mais c'est ce qui fait que les styles meurent entre guillemets un petit peu et qu'après le public finalement reste fidèle et continue de les suivre. C'est pour ça que le glam metal, Motley Crue ou Poison, c'est des groupes qui encore aujourd'hui continuent de faire des concerts. Mais quand tu regardes la liste du nombre de groupes de glam américains dans les années 80, les trois quarts ont complètement disparu. Et pourtant, la plupart des musiciens sont toujours vivants. Parce que tu sais qu'il y a des morts dans ce milieu-là, mais là, pour le coup, dans le glam, ils sont toujours vivants. Ouais. Il y a même un exemple. Alors elle, c'est pour moi la plus grande chanteuse de glam de tous les temps. C'est une chanteuse canadienne qui s'appelle Lee Aaron, L2E et 2ARON. Lee Aaron, qui est canadienne, c'est Bon Jovi qui l'avait découvert. Il y a une chanson, elle a une voix, pardon, parce elle a 50 ballets aujourd'hui.
Elle a la même tête, elle est la même voix, enfin elle a rien perdu, elle est incroyable, elle est juste beaucoup moins connue aujourd'hui, alors elle avait sorti un album qui s'appelle Metal Queen, la reine du métal, ça porte bien son nom. Le clip, mais cliché à souhait, mais il est magnifique. Hein. Il y a des migales, elle est habillée en Xena la guerrière. Il y a des mecs avec des épées géantes. Non, mais tu regardes le clip, ça mourir de rire. Mais la voix de cette nana, mais Axl Rose ou Freddie Mercury pouvaient aller se rhabiller entre guillemets. Elle a une voix incroyable. Et elle a sorti un album début des années 90 avec une chanson et malheureusement, alors, je pourrais aller regarder le titre, c'est Barley Holding On. Alors putain, je suis nul en anglais et c'est une chanson qui parle de viol et d'agression sur les femmes. On est début des années 90, hein, comme quoi pour tous les imbéciles qui te sortent que tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a jamais été dit avant. Tu fais non, en fait, si tu regardes un petit peu ce qui se passe dans le monde. Attends, je vais vous dire. Juste un exemple, Daddy de l'album éponyme de Korn en 94. Voilà. Oui, exactement. Mais oui, tout à fait. Exactement. En plus, je cherchais un autre exemple, mais bah voilà, bah tu vois, bah bien joué. Voilà, l'album c'est Call of the Wild, qui est sorti en 85 en plus d'ailleurs, donc même pas début 90, on est en 85 et la chanson s'appelle Barely Holding On, Barely Holding On. Hein, excusez-moi pour cet accent vraiment anglais nul. Et donc c'est le clip, je vous invite à le regarder parce qu'il y a eu un clip en plus fait dessus qui est un peu malaisant, mais ça va, il passe entre guillemets parce que on sent qu'il a été très aseptisé. Mais bon, quand tu écoutes les paroles, évidemment, tu te rends bien compte de ce qu'elle a voulu faire. Et elle s'en est pris plein la gueule à l'époque parce que mais pourquoi elle parle de ça alors que le glam c'est censé être beau, c'est censé parler de cul. Et elle avait répondu, bah justement, je parle de cul, mais pas de la manière dont vous voulez qu'on en parle. Et ce serait bien d'évoluer un petit peu. Mais une chanteuse, elle, absolument incroyable. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, elle fait plus que des tournées au Canada et un peu aux États-Unis, mais vraiment très rarement, devant 10 personnes, alors qu'elle avait fait les premières tournées, les premières parties de Bon Jovi, et que tout le monde disait c'est la première plus grande chanteuse qu'elle allait battre justement Janis Joplin ou des Patti Smith en termes de popularité. Mais c'est là où tu te dis vraiment le glam est monté et redescendu et tous les groupes qui étaient vus dans ce style-là, t'as l'impression que ils sont tombés. Et alors c'est affreux parce que pour moi le glam est mort à cause des Guns N' Roses, qui est mon groupe préféré de tous les temps. Mais pour moi les Guns, plus que Nirvana, plus que Metallica ou on va dire le thrash metal ou l'arrivée du hip-hop, les Guns ont tué le glam metal complètement. Et en même temps, s'ils les avaient pas tués, les Guns ne seraient pas devenus les Guns d'aujourd'hui et je ne serais pas peut-être là en train de vous parler. Et on en vient du coup, parce qu'on a beaucoup parlé des bases, mais du coup, la question qui permettra d'introduire le thème de la conférence, quelles influences le glam metal a eu sur la musique du nouveau millénaire? Eh bien, tu vois, ce qui est horrible, c'est que malheureusement, pour connaître de nombreux musiciens de métal, à chaque fois que je discute avec eux, ils se foutent un peu de ma gueule, mais en rigolant évidemment, parce que à chaque fois ils me font mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton glam, cette espèce de style qui littéralement, en plus de ça, Slash lui-même le disait à l'époque, il disait que pour lui c'était un style qu'il n'aimait pas parce qu'ils avaient l'impression que le but n'était pas de faire vraiment une musique très recherchée. C'était principalement de faire une musique des bons gros riffs de blues très un peu plus rapide et puis surtout très joyeux, on va dire, très dans les aigus. Et la conception de la chanson, c'est intro, couplet, refrain, solo, couplet, refrain, et c'est tout. En soi, comme du AC/DC. Non seulement les looks des mecs se ressemblaient tous, et en plus la manière de composer les chansons, c'était la même chose, et en plus les paroles étaient quasiment les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, moi je trouve que quand tu écoutes n'importe quel groupe de glam, ça te met dans une humeur absolument incroyable, tu as envie de boxer le monde, d'aller voir les gens, de faire la fête avec tout le monde. Donc je trouve que c'est un style qui, bon, comme en ce moment on est un peu tous dépressifs, c'est normal que les gens écoutent pas forcément du glam, mais je trouve que tous les matins, enfin, tu allumes la radio le matin quand tu te réveilles pour aller au boulot ou à l'école ou ce genre de choses, et tu tombes sur un bon Poison, un bon Motley Crue, ça te met la pêche, tu vois. Alors que bon, quand j'entends des groupes plus récents qui passent à la radio en ce moment, quand j'entends Benjamin Biolay, j'ai juste envie de me sauter par la fenêtre. Enfin voilà. Je ne critiquerai pas trop Benjamin Biolay, mais bon, j'ai beau mettre le son à fond, j'entends ni la musique ni ce que lui il dit. Donc nom de Dieu, tu vois. Enfin
Bon, bref. Mais malheureusement, c'est un groupe qui, à part pour les groupes de sleaze metal, donc comme Black Rain, Crash Diet, t'as Hardcore Superstar aussi, qui s'inspire énormément de ces styles-là. À part ces groupes qui veulent vraiment être, on va dire, les nouveaux enfants du glam, bah, malheureusement, c'est pas un style qui a énormément marqué par sa, enfin, qui a marqué, on va dire, tous les artistes qui sont arrivés après. Que ce soit Slayer, Anthrax, Megadeth, Metallica, Korn, Linkin Park, enfin tous ces groupes-là après qui sont arrivés, pas, ils s'en inspiraient, mais alors pas du tout. Limite, ils se foutaient de leur gueule. Souvent, tu regardes. Il y a Ouais, Limp Bizkit qui disait à un moment dans une musique, je me rappelle, c'est 1999 de l'album Significant Other en 1999. Il ouais. disait carrément Fuck the glam rock. Ah ouais. Bon après Limp Bizkit, bon alors eux, c'est le groupe qu'on aime bien taper dessus, donc je pense que. Bah, moi je suis un de ces rares défenseurs, donc bon. Alors t'inquiète pas, il y a la chanson Break Stuff. Quand je suis très énervé, j'aime beaucoup l'écouter. Je sais pas pourquoi, elle me met dans une envie de casser avec ce clip qui était génial où ils étaient rentrés dans une Fnac ou dans un Virgin et ils cassaient tout. C'est le rêve de rentrer dans un magasin et de tout défoncer. Donc j'avais adoré ce clip et cette chanson. Mais oui, c'est parce qu'en fait le problème c'est que tous ces artistes de glam étaient un peu en mode on est des rockstars, on est les meilleurs, on est les plus bons, on est les plus forts. Et malheureusement, ils continuaient de le penser alors que c'était déjà terminé, c'était déjà fini. Le seul artiste de glam qui entre guillemets pouvait se permettre de dire ça, c'était un peu Vince Neil, parce que le chanteur de Motley Crue. D'où le fait qu'ils ont résisté un petit peu à cette chute. Mais tous les groupes que j'ai cités juste avant, je suis sûr que la plupart, ils ont dû se dire, mais de quel groupe ils parlent? J'en ai jamais entendu parler. Alors que pourtant, aujourd'hui, comme la plupart des gamins qui ont grandi dans les années 80, aujourd'hui sont dans le milieu artistique, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans les séries télé. Et par exemple, Autographe, dont j'avais parlé tout à l'heure, ils ont été connus un petit peu parce que l'une de leurs chansons était dans le jeu GTA, Vice City ou San Andreas. Et d'un seul coup, t'as plein de gamins, dont moi, qui ont joué à ces jeux, qui se sont dit, putain, mais c'est génial cette musique, qu'est-ce que c'est? Parce que d'un seul coup, les gamins qui avaient grandi mettaient la musique avec lesquelles ils avaient grandi. Mais voilà, il fallait prêter un petit peu l'oreille, aimer le glam ou aimer ce style-là. Mais malheureusement, aucun artiste, même les Guns eux-mêmes, qui pourtant avaient grandi dans ce milieu-là, traînaient avec ces groupes-là, étaient en mode, quand notre album va sortir, le premier Appetite, il est hors de question qu'on sorte un album de glam. Il fallait que ça soit extrêmement différent. Et quand tu écoutes Appetite, évidemment que c'est très différent. Alors que c'est pour ça que je disais que les Guns avaient tué le glam. C'est-à-dire que quand tu regardes le clip de Welcome, t'as vraiment l'impression de voir un groupe de glam cliché. Axel, il a les chouchous routés, il est en tenue très sexy, très moulante. Pareil pour Duff. Sauf que bah, t'écoutes Welcome to the Jungle, les paroles parlent de la dureté de la vie, parlent du fait que c'est dur, donc rien à voir avec les paroles de glam. Et le style de musique est extrêmement différent que ce que les gamins avaient pu grandir. Et d'un seul coup, bah, cette nouvelle génération, qu'on avait plein de cul de voir toujours des mecs avec des nanas dans des espèces de maisons à la Playboy sur des énormes piscines, alors que les gamins qui écoutent ça, ils sont dans leurs appartements tout pourris à devoir se lever tous les matins pour aller à l'école. Ils se disaient mais c'est pas du tout ma réalité. Et arrive d'un seul coup Axel Rose avec la vie c'est dur, tu vas prendre cher, draguer c'est pas compliqué, c'est pas facile. Et les mecs se sont dit bah ouais, là je me sens beaucoup plus proche de ces artistes-là. Donc malheureusement, non, à part, comme je dis, les groupes de sleaze qui s'en inspirent, c'est en fait le monde du glam. Souvent, les gens aiment dire ça, enfin l'univers du glam metal, dans lequel j'ai pas mal traîné à un moment donné, aimait bien dire que c'était une petite bulle. En fait, c'est un petit monde à part, en fait, dans le monde du métal. Mais après, j'ai envie de dire, pour avoir traîné avec des black métalleux, des pros, enfin des mecs qui aiment le death ou tous ces styles-là, c'est pour ça que ça m'avait toujours énervé, ce côté, le métal, c'est une grande famille, alors que pas du tout. Parce qu'à partir du moment où le métal, c'est une société comme la société fonctionne. C'est à partir du moment où tu as décidé de choisir un style plus qu'un autre, bah on va te cataloguer là-dedans, on va te mettre la petite étiquette, toi t'aimes ça, t'es dans ton petit coin, et c'est tout. Et si tu veux commencer à aller voir un peu ailleurs, ah ouais, mais toi t'aimes le glam, donc viens pas m'emmerder pour moi qui écoute du black, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ce que je trouve dommage, parce que encore une fois, tu peux tout à fait écouter du métal, comme écouter du rap, comme écouter de la musique classique, alors que t'as l'impression que c'est ah non, toi t'écoutes du glam, donc continue d'écouter que ce que t'écoutes. En effet. Et Iban, je vais pour une fois sortir de mon rôle de maître conférencier pour te contredire. J'ai découvert qu'il y a une scène musicale qui s'inspire en partie du glam metal.
Donc, du moins pour l'esthétique un peu efféminée. Dis-moi. Je connais ce genre-là parce que j'ai une ex-petite amie qui en était fan, c'est le visual kei. Visual-kei, d'accord. C'est un genre musical de rock metal qui est surtout exclusif au Japon. Et tu regardes les formations de groupes de visual kei, tu regardes les photos, ce sont tous des androgynes, tous des efféminés avec des longs cheveux et tout. Et il y a un groupe qui s'appelle Diren Grey, on les soupçonne. Mais oui, bien sûr. Mais Diren Grey, je les ai vus en concert avec le groupe D en plus et X Japan. Mais alors malheureusement, je m'y connais très 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 peu en J-rock et en J-metal, donc merci de cette petite mise à jour. Je te laisse continuer. Non, mais c'est tout. J'ai cette formation-là et après, bon, ça a vraiment à vérifier, mais on pense que par exemple, Type Négative, il y a une petite inspiration, en tout cas parce qu'ils faisaient des morceaux très mélodiques, un peu pop dans leur forme. On pense qu'il y a une petite inspiration glam metal derrière, mais je peux pas être sûr, je peux pas te certifier ça à 100%. Mais le visual kei, ça c'est sûr. Alors écoute, tu sais quoi, je vais un peu plus m'intéresser donc j'étais allé voir X Japan parce que c'était leur seule date en France dans l'histoire. Là, ils étaient passés au Zénith il y a peut-être 10 ans maintenant. Et je me suis dit, je connais rien du tout à ce groupe, je connais pas, mais je sais l'influence qu'ils ont eue au Japon et aux États-Unis. Donc je voulais aller les voir et ça a été une véritable claque. Et j'avais été voir au Divan du Monde à Paris, donc justement Diren Grey, et il y avait un groupe juste avant qui s'appelait D, parce que alors on m'avait expliqué qu'au Japon ils aiment bien juste les lettres, une lettre pour être un nom de groupe, parce que X Japan en fait c'était juste X, mais ils se sont appelés X Japan parce qu'aux États-Unis il y avait un autre groupe qui s'appelait déjà X, donc c'était pour pas les mélanger tous les deux. Et pareil, les mecs sont arrivés avec des. Et puis alors encore, oui, et en plus quand j'ai vu le groupe D arriver sur scène, je me suis dit mon Dieu, c'est du glam, mais alors les gars, les tenues, mais on pouvait les se rhabiller, hein, nous. Enfin, déjà, je trouvais que dans les années 80, les mecs étaient très forts en termes de costumes. Mais alors, les Japonais, GG, hein, parce que j'avais chaud pour eux, hein, vu tout l'attirail qu'ils avaient dessus. Mais c'est vrai que c'est un style de musique. Souvent, en plus, dans mes vidéos, à un moment donné, j'ai parlé de Diren, non, pas de Diren Grey, j'ai parlé d'un groupe, Siam Shade, un groupe de J-Rock qui s'appelle Siam Shade. Et il y avait des gens qui commençaient à mettre dans les commentaires, ah trop cool, tu parles de J-Rock, est-ce que tu feras des vidéos spéciaux dessus? Et je disais, attendez que je m'y connaisse un peu plus. C'est vrai que c'est un style sur lequel je me suis pas encore lancé. Et c'est vrai qu'en plus on me l'avait déjà dit il y a longtemps qu'il s'inspirait beaucoup du glam, mais j'y pense pas du tout à le dire. Merci de me le rappeler. Pas de souci. Excuse-moi de te déranger, Ivan. Est-ce que t'es déjà allé en soirée glam rock à Paris? Ah, oulala, beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois, et je me rappelle surtout d'y avoir été, mais je me rappelle pas comment je suis rentré chez moi. C'est ça le problème. Ouais, c'est l'inconvénient de ce soir-là. Oui. Haru me connaît et connaît mon gabarit. J'ai souvent eu le rôle on va dire, garde du corps, hein. D'accord. Parce que t'as souvent les copines qui se lâchent au niveau de la bibine, et puis t'as des mecs qui essayent d'en profiter, donc. Oh là là, en fait, si tu veux, malheureusement, si je n'y vais plus, c'est qu'il s'est passé. J'ai la chance que moi, ça m'a pas touché personnellement, mais j'ai vu trop de potes autour de moi où ça a fini mal. En fait, le genre de truc que t'as pas envie de connaître en soirée parce que tu viens pour passer du bon temps. Et en fait, on va dire les 3 ou les 4 dernières que j'ai faites, ça finissait toujours, mais vraiment très très mal. C'était comment ils s'appelaient les DJ, il y avait Psyché Terror et Kevin. À la fin, c'était toujours cassez-vous là, vous allez trop loin. Enfin, c'était et donc ça m'a un petit peu dégoûté. Et je voulais plus y aller. Et en fait, ce qui m'énervait un petit peu, tiens, j'en profite, je sais pas s'ils sont là et s'ils écoutent, on sait jamais. Ce qui m'énervait, c'est que dans ces soirées-là, ils ne passaient que la playlist Deezer, Spotify, Glam. C'est-à-dire qu'il y avait toujours les musiques, justement. C'est pour ça que moi, j'ai voulu faire ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que quand on est en soirée, dans les soirées Glam, par exemple, ou quand j'ai bossé dans les webzines sur Internet, on avait l'impression que il fallait toujours, ou quand j'ai bossé à la radio aussi, il fallait toujours passer les musiques les plus connues, du groupe le plus connu. Ouais. Et même, par exemple, je me rappelle une fois, j'avais dit à un de mes rédacteurs en chef, j'avais dit, mais pourquoi quand on passe à CDC, c'est I Wet Well? Enfin, je veux dire, à CDC, tout le monde connaît. Est-ce qu'on pourrait pas passer ils ont 50 ans de carrière, les mecs. Pourquoi on passe toujours I Wet Well et de temps en temps, waouh, vous mettez Back in Black, quoi. Je sais pas, Même pas Hells Bells ou non, c'est vraiment ces deux-là, quoi. C'est vraiment ces deux-là.
et on m'avait sorti cette phrase qui m'avait marqué, et on m'a dit, Ivan, les gens sont cons, ils veulent toujours écouter la même chose. Et j'ai dit, mais non, c'est faux. Justement, il y aurait pas eu Shazam sur nos applications pour que dès qu'on entend une musique, genre, putain, c'est quoi? Vite, il faut que je la trouve. Et surtout, moi, au début, quand j'avais proposé ma chaîne à des potes, ils m'ont dit, ouais, mais les gens, ils vont pas aimer, tu vas parler de groupes que les gens connaissent, mais les musiques que les gens connaissent pas. Et je suis content de voir que justement, quand j'ai des retours de personnes qui me disent trop cool, je connaissais pas cet album, je connaissais pas cette musique, bah ça m'a donné envie de l'écouter et d'aller voir peut-être d'autres albums. Et je suis content de voir ça parce que ça prouve que justement les gens et justement moi en soirée glam, mais combien de fois moi j'ai vu des gens aller voir le DJ en disant est-ce que tu peux pas passer ce groupe-là, est-ce que tu peux pas passer ce mettre ce truc-là. Et c'était ouais non les gens connaissent pas. Mais on est en soirée glam, les gens aiment le glam, passe du glam et passe pas juste Motley Crue, Poison, va chercher un petit peu de Steve Stevens, va chercher de Alley Cat Scratch, des groupes comme ça. Limite quand je leur disais de ces groupes-là, ils regardaient, ils me disaient qui. Je disais non mais merde, putain, on est en soirée glam ou on est en soirée rock ultra classique, playlist Spotify. Bah justement, ça me fait penser, parce que personnellement, je vais à Montpellier, il y a un bar qui s'appelle la Distillerie, qui est un bar axé rock metal. Et à un moment, il faisait une soirée néo, alors moi j'étais content. Et là, pareil, il plaçait une playlist Spotify avec souvent des morceaux qui n'avaient, mais alors rien à voir avec le néo metal. Ah ouais, parce qu'au moins dans le soirée glam, il y avait du glam. Bon, c'était ultra. Oui. Voilà. Mais en plus, si tu vas dans une soirée néo-métal et qu'ils te foutent pas de néo-métal, mais ça, c'est ça qui est chiant. Ou alors les mecs, faut qu'ils assument, ils disent, on fait une soirée métal, point barre. Une soirée métal, tu passes ce que tu veux. Mais si tu décides, en effet, de centrer sur quelque chose de sérieux, intéresse-toi un petit peu à ce que tu veux faire. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais, pour le côté répétitif, je confirme, hein, t'as toujours Poison d'Alice Cooper, t'as toujours Rock Like Hurricane de Scorpion. Exactement. Je veux dire, même c'est dommage, mais ouais. Exactement, parce que Europe, moi un jour, je me rappelle, j'étais sur un tournage de film, c'est une petite anecdote, c'est sur un tournage de film, et là, évidemment, je commence à entendre les mecs genre, ouais, le métal, ça crie, c'est nul. Bon, là, je dis rien, parce que je me dis, bon, ça me saoule un peu, et en fait, à un moment donné, il y a un mec qui commence à faire, ouais, Europe, c'est vraiment un groupe nul, The Final Condom. Et là, tu sais, je fais, ah, t'aimes pas Europe et tout, il me dit, oh non, c'est nul. Je dis, ouais, mais bon, t'as chanté la plus connue, tu t'en connais d'autres. Il me dit, oh, bah, pas besoin d'écouter les autres pour savoir que c'est nul. Je suis d'accord, bonjour l'ouverture d'esprit. Et en fait, à un moment donné, j'ai foutu Half of Heaven, qui est pour moi l'une des plus belles musiques d'Europe. Mais alors, je vous invite à l'écouter, elle est juste. Moi, c'est Carrick, j'adore. Ah ouais, ah non, celle-là aussi, je reconnais. Et Cherokee aussi, je pense. Oui. À celle. Cromlech. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi de faire mon trouble fait. C'était pas le moment des questions du public. Ah, excuse-moi. Voilà. Désolé. Donc ça fait 300 fois, ça fait 4 fois que tu m'interromps, c'est moyen quoi. Je suis désolé. Excuse-moi, mais c'est parce que si tout le monde fait comme toi, après ça va être le bordel les conférences. C'est plus. Alors, je suis désolé, Ivan, mais pas du tout, je comprends. J'ai été maître de conférence. Il faut de temps en temps, il faut rappeler à l'ordre, comme on dit. Ouais, non, parce que c'était pas le moment des questions du public. Il m'a interrompu qu'une fois. Je suis bon, faut peut-être pas déconner. Et alors l'album d'Europe c'est Prisoners in Paradise, sorti en 91. Et donc je mets cet album. Et ce mec-là se retourne vers moi, il me fait donc c'est pas mal ce petit rock et tout. Alors moi je dis ouais t'aimes bien. Et j'attends que à peu près 3 ou 4 chansons passent. Et il me fait waouh mais c'est génial, mais c'est qui? Je fais bah ça tombe bien, c'est Europe. Et là le mec mais je le vois il devient tout blanc et je fais bah ouais c'est dommage en fait, c'est juste prends-toi ça. Et c'est là que tu te dis c'est vraiment dommage parce que il suffit que les mecs ils sortent une chanson et il ne faut passer que celle-là. Et c'est souvent en plus, Final Condom, moi je l'aime beaucoup, elle est bien. Mais nom de Dieu, quand t'écoutes ce qu'ils ont fait à côté, c'est comme Scorpion. Il y a un album de Scorpion, celui qui est sorti en 2012, Rise on Rock. Mais cet album, qui est pourtant l'un des derniers, hein, où on disait ils ont plus de voix, ils sont vieux, ils sont ci, ils sont ça. Mais si vous voulez découvrir Scorpion, souvent je leur dis bah écoutez cet album qui est pourtant l'un des derniers, il est juste surpuissant. Toutes les chansons sont dingues, des riffs de guitare mais qui vont te mettre la pêche et des frissons comme t'as jamais vu. Les paroles sont on va dire un peu très exubérantes, ça part un peu dans le cliché mais c'est ce qu'on aime de temps en temps. Et la voix de Klossman, mais incroyable quoi. Et c'est ça qui me saoule parce que tu vas en soirée glam, tu te dis j'aime ce style, mais évidemment je connais pas tout. Mais si t'arrives et qu'on te met vraiment toutes les chansons super connues, c'est dommage parce que tu sors de genre de soirée en disant bah j'ai rien découvert quoi en fait. Et après en plus je finis prédateur sexuel.
Parce que vu que j'ai pas envie de découvrir des musiques, bah, je vais aller voir les filles qui boivent. Mon Dieu, mais c'est horrible ce que je suis en train de dire. Sale. Mon Dieu. Euh, euh, alors, petite question, est-ce que tu penses quand même, malgré tout, que le glam influencera des formations à venir? Je pense oui, parce que l'histoire de l'humanité a prouvé que tout est un éternel recommencement. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais des Santiago, j'avais des pantalons moulants et j'étais en perfecto. Et tout le monde se foutait de ma gueule parce qu'il fallait porter des gros baggy avec les slips apparents, avec les grosses baskets. Et aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est quand je porte mon perfecto et mes jeans moulants, on me fait que j'ai un style de ouf. Donc ça me fait rire. Je me dis, avant on me disait que j'avais l'air d'un con et maintenant on me dit que je suis trop stylé. Donc c'est la mode, le cinéma, la musique, tout ça, c'est un éternel recommencement. Je pense que le métal est en ce moment, enfin le métal en général, est dans une espèce d'énorme recherche de tous les groupes actuels ont une espèce d'énorme difficulté à, on va dire, s'imposer. Ou alors on les compare toujours à c'est les nouveaux trucs muches, Airborne c'est les nouveaux AC/DC, machin ça va être les nouveaux Guns, tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, c'est affreux ce que je vais dire, mais je pense que quand tous les grands groupes vont tous disparaître, soit parce qu'ils vont enfin arrêter ou ils vont tous mourir. Donc, je pense à AC/DC, Scorpion, qui sont toujours présents. Motley Crue, ils ont arrêté. Les Guns, en soi, maintenant, ça fait partie des vieux groupes. Et que une nouvelle génération va débarquer, vont pouvoir expérimenter plein de trucs, et peut-être que cette nouvelle génération vont se dire, mais tiens, mais c'est vrai que le glam, le sleaze, c'est pas mal, mais les gens ils connaissent pas tant que ça. Est-ce qu'on pourrait pas ou alors justement dire c'est vraiment de la merde et se dire faut vraiment absolument faire disparaître ce groupe-là, ce style-là. Mais moi je pense que vu les groupes comme Steel Panther ou comme Wigwam, parce que Steel Panther tout le monde connaît, Wigwam un peu moins parce que c'est exactement le même délire, c'est-à-dire des groupes qui parodient le glam. Et quand on voit à quel point ça marche extrêmement bien, bon moi j'aime pas, hein, je déteste Steel Panther, mais musicalement les mecs sont des tueurs. Et on voit à quel point le public en raffole de cette espèce de côté très théâtral. Je pense que une fois que le côté on parodie, ça va passer, on pourra revenir sur quelque chose de plus sérieux et peut-être faire des mélanges. Peut-être que des mecs vont arriver en faisant des musiques glam très joyeuses, mais que les paroles vont être extrêmement dépressives, proches d'un Dream Theater par exemple, tu vois. Typo négatif. Ou voilà, justement, et tu me l'as ôté du niveau de la bouche, j'y ai pensé. Donc pourquoi pas. Mais est-ce que justement typo négative n'est pas arrivé trop tôt ou justement le public n'était pas en demande de ça et que peut-être d'ici 20 ans on va se dire putain mais c'est vachement bien en fait ce genre de mélange. Moi je pense que c'est quand même pas anodin quand on voit le nombre d'artistes qui étaient détestés à leur vivant et il a fallu attendre 50 ans après leur mort pour qu'on se dise mais c'était vachement bien ce qu'ils faisaient en fait. Bah, par exemple, rien que niveau cinéma, Citizen Kane qui était détesté à sa sortie et plusieurs décennies après, on a dit mais putain, mais c'est un film génial. Voilà. C'est ça. Blade Runner qui s'était fait mais défoncer alors qu'aujourd'hui il est considéré comme la Madeleine de Proust de la pop geek culture avec Star Wars quoi. Alors que pourtant ça s'était fait pas mal défoncer la tronche. Donc oui, je pense, je serais même pas du tout surpris si d'ici peut-être, j'espère voir ça quand je serai un peu plus vieux, quand d'ici peut-être 20-30 ans et qu'on aura l'impression d'avoir fait un peu tout le tour dans l'univers musical, à moins de créer de nouveaux styles, je pense on en verra arriver, mais comme tout est un éternel recommencement, à un moment donné, je pense que ces styles de métal vont un peu refaire surface et le public qui n'aura pas du tout connu toutes les critiques envers ces styles-là vont arriver un peu en mode complètement vierge de tout ça et vont découvrir ça et vont se dire waouh, qu'est-ce que c'était bien. C'est l'erreur que je trouve, enfin c'est pour moi l'erreur que font les gens en ce moment un peu dans le cinéma de vouloir absolument refaire des suites de films où le public les a enfin voilà, toutes ces espèces de suites remake, alors que pourtant t'en as des très bons, hein. Moi par exemple je pensais le détester, mais le remake de Robocop, le film qui avait été fait là en 2012 2013 je crois, 2014, je l'ai trouvé très bon, évidemment pas au niveau du premier, mais je l'ai trouvé très bon. Et mais je me disais le problème c'est que peut-être que c'est trop tôt de faire des remakes comme ça. Il y a plein de films, hein, le cinéma a toujours fait tout le temps des remakes et la musique a toujours voulu chercher à se renouveler et en même temps à s'inspirer de ce qui avait été fait avant. Mais je pense que parfois il faut laisser le temps et peut-être d'attendre que des nouvelles générations arrivent et n'ont pas du tout connu et grandi avec tout ça. Et d'où les réactions un petit peu, tu sais, la fameuse remarque que maintenant les jeunes générations font avec le hockey boomer, avec eux qui arrivent un peu tout vierges de tout ça et qui voient arriver les vieux cons comme nous en mode bof,
quoi, t'aimes ça? Mais t'as pas connu ce que moi j'ai connu. Tu vois, moi je me rappelle mon père ou les amis de mon père qui me sortaient. Quoi? T'aimes les Star Wars là qui sortent là avec Anakin enfant? Mais t'as pas connu les vrais Star Wars. Et moi j'étais genre, mais fous-moi la paix. Laisse-moi aimer ce que j'aime, tu vois. Et ce qui se passe avec les nouveaux Star Wars actuellement, avec tout ce qui s'est passé. Même si je dirais rien parce que je les déteste. C'est comme moi à l'époque où j'étais en train d'écouter du Korn, de Limp Bizkit, et on me disait putain, mais tu veux pas écouter du Gojira, du Lamb of God? Je lui dis, je t'emmerde. Oui, voilà, exactement. Mais laisse-moi. Et puis si un jour j'ai envie d'écouter, j'écouterai. Ce que je commence à faire d'ailleurs. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il faut le temps au temps. Moi, ce qui m'a toujours énervé quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui eux sont des fous furieux de musique. Moi, mon père, c'est un énorme fan de Lou Reed et des Jefferson Airplane, et ma mère, c'est David Bowie, Dire Straits et les Pink Floyd. Sauf que quand moi, d'un seul coup, je voulais écouter Linkin Park, Gorillaz, Sum 41, Good Charlotte, donc des groupes qui étaient de ma génération, j'avais pas des parents qui arrivaient en mode qu'est-ce que c'est de la merde ce que t'écoutes. Ma mère d'un seul coup elle arrivait, elle faisait putain c'est bien, ouais tu me feras écouter. Et d'un seul coup elle me disait tiens moi j'écoutais ça, elle me faisait écouter les Doors. Donc il y avait un côté échange. Et donc j'avais pas l'impression qu'on se foutait de ma gueule parce que j'écoutais de la merde et que eux comme par hasard ce qu'ils écoutaient était bien. Et c'est comme dans le cinéma quand il y a des gens qui me disent ah ouais tu vas te moquer de moi, j'ai jamais vu Citizen Kane, j'ai jamais vu du Kubrick. Je dis alors c'est pas grave, t'as le droit de pas avoir regardé des films que soi-disant ou d'écouter des groupes que tout le monde aurait écouté. Si t'as pas envie d'écouter maintenant, t'écoutes pas maintenant. Et je pense que c'est quand t'as pas envie d'écouter que tu ne peux ne pas aimer. C'est quand on te force à écouter un style. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve ça fantastique qu'il y ait YouTube et que tu peux choisir ce que tu as envie de regarder. Et que si d'un seul coup tu dis tiens je connais rien à la musique rock, je vais regarder s'il y a des mecs sur internet qui parlent de ça et que tu tombes sur moi, Metallica, et t'as Métalleux Curieux aussi, une petite chaîne, je fais sa petite pub pour ceux qui connaissent pas, très bonne chaîne d'un jeune qui parle de métal, un peu un peu moins rock que moi, il est vraiment dans le métal. T'as Max Wayemi aussi qui en parle pas mal, et tu peux choisir, tu dis tiens lui j'aime bien comment il en parle et tout, et il y aura pas ce côté quoi tu connais pas ça mais t'es con, faut absolument que t'écoutes ça, qui je trouve la pire chose quand tu veux quand t'es jeune et que t'es un peu une éponge et que tu veux découvrir un peu le monde qui t'entoure sans pour autant qu'on te le matraque dans la tronche quoi. Encore une fois, je sais que j'ai répondu, mais je suis allé encore très loin. Tu vois, c'est Ivan Martin. Ivan Martin, bonjour à tous. Je vais toujours trop loin. Il n'y a pas de problème. On a tout de même une demi-heure pour les questions du public. Donc, est-ce que l'un d'entre vous voudrait poser une question? Vous pouvez vous démute. Attention, ils vont tous se démuter ou en fait pas du tout. Ils vont être là genre ah non, je veux pas parler. Bon bah je prends les devants du coup. Bah vas-y Lucas, on t'écoute. Lucas, c'est ça? Oui, Ouais. Oui, celui qui le Manitou de cette comment dire, supercherie. Allez, voilà, on va dire les choses comme ça. Très bien. Donc Ivan, si je résume de façon très grossière ce que tu as dit par rapport au glam, c'est qu'il y a eu une période de gloire, une surexploitation qui a entraîné une chute au final. Exactement, c'est bien joué en une phrase. D'accord. Merci. Et alors, c'est absolument pas pour décrier ce que tu as dit, mais plutôt pour ouvrir un débat, ce que je vais dire. Mais est-ce que c'est pas quelque part le lot de tous les styles musicaux en fait? C'est-à-dire ça a été pareil pour c'est aussi une des choses qui a entraîné la chute, si j'ose dire, du nu metal, le côté surexploitation, avec plein de groupes qui ont voulu copier Korn et s'offrir s'offrir une image d'artiste torturé comme l'était Jonathan Davis, sauf que n'est pas Jonathan Davis qui veut, tout le monde n'a pas été violé dans son enfance, etc. Donc voilà, enfin qui veut, vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil pour le pop punk, c'est-à-dire que bon, tout a explosé avec Green Day qui sont arrivés après la chute de Nirvana parce qu'il y avait un grand vide, et après juste après eux il y avait NoFX aussi et Propagandhi peut-être, et après il y a eu plein de groupes qui ont voulu qui ont voulu faire du Green Day. Bon, après, il y en a quelques-uns qui ont survécu, genre Blink-182, Sum 41 et quelques autres peut-être. Mais voilà, est-ce que c'est pas quelque part est-ce que c'est pas le lot de tous les styles musicaux, cette espèce de schéma? En fait, si, c'est, en plus, je voulais justement donc tu fais très bien de relancer ça, parce que c'est ce que je voulais dire. T'as des groupes t'as des styles qui, même si à un moment donné, le public va en avoir marre de ne voir que ça, tu sens qu'ils vont quand même réussir à survivre. Là où le glam, si tu regardes un peu leur histoire, ils sont montés et ils sont retombés, et il a vraiment fallu attendre 20 ans avant qu'une nouvelle génération arrive avec le sleaze metal, et que toutes les années 90, mais alors le glam, c'était peanuts, c'était zéro.
Alors qu'en soi, le pop-punk, alors bien joué d'avoir cité Propagandhi. Alors j'ai découvert ce groupe l'année dernière. Oh, mais alors, mais une claque dans ma tronche. Hein. Je ne connaissais pas ce groupe-là. C'est un pote à moi qui me l'a fait découvrir. Si vous ne connaissez pas Propagandhi, foncez écouter tout ce qu'ils ont fait. Enfin, incroyable. Mais ce sont des styles, justement, le pop-punk, comme tu dis, le grunge en soi, dans une moindre mesure, ou le hip-hop, qui, à un moment donné, il y a eu vraiment, oui, cette surexploitation, mais même quand d'un seul coup, le public était moins en demande, ils ont continué d'exister. Tu vois, le pop-punk existe toujours, ces groupes-là existent toujours, il y a toujours eu des groupes qui ont continué, même si, comme tu dis, il y a toujours, ils veulent toujours être le nouveau Green Day, le nouveau grand groupe qui a posé les bases juste avant. Mais même si on n'a pas forcément eu un nouveau grand groupe d'un style, ils ont continué d'exister. Alors que le glam, il y a eu Motley Crue, qui a été vraiment le grand groupe, un peu Poison, mais alors, même là encore aujourd'hui, avec tous les groupes de sleaze, ils remplissent pas le Stade de France, ou en tout cas Bercy, ou une grande salle comme ça. Il faut vraiment aller chercher, s'intéresser et trouver le groupe qui va te plaire. C'est pas le groupe qui va passer à la radio. Contrairement à d'autres styles musicaux, qui eux vont, je trouve, un peu plus survivre. C'est pour ça que le glam, c'est cette espèce de petite bulle. Mais même si je suis d'accord avec toi, à partir du moment où il y a un style qui commence à fonctionner et qui fait de la thune, et on est dans un système capitaliste qui fonctionne comme ça, c'est pas une remarque de dire ça, mais si ça fait de la thune, bah il faut absolument. J'ai plus l'image, mais de la poule aux œufs d'or, quoi. Il faut continuer de la faire pondre jusqu'à ce que malheureusement, bah il y ait plus d'œufs, et que le public ne soit plus en demande. Il y aura toujours un peu un public qui sera en demande, mais le public glam, même aujourd'hui, c'est pas le plus présent, je veux dire, dans l'univers du métal. D'accord, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Ouais. Je retourne dans le. Oui. Ça m'arrive. Excuse-moi. Non, je m'arrête d'un coup comme ça m'arrive souvent. Ouais, d'accord. Bon, bah, je retourne dans les ombres et j'espère avoir brisé la glace et que d'autres vont poser des questions. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Comment il s'appelait celui qui avait pris la parole tout à l'heure? C'était Lucas, justement? Non, c'était Non. Krolmek. Ah, c'est Cromlech. Cromlech, si tu veux poser des questions, tu peux maintenant. Je suis tout oui, Cromlech, avec une magnifique image de loup, je crois. Ouais, bah c'est mon surnom en soirée. C'est Ah, Papa le loup. C'est Papa Loup parce que je défends tout le monde comme un loup défend sa meute. Ah, j'aime bien cet esprit. Ouais, non, moi j'étais arrivé purement par hasard en glam rock parce que j'ai un cursus dans le milieu parisien qui est un peu unique. J'ai commencé par le milieu médiéval parce que j'ai toujours aimé ce qui était med. Ouais. Ensuite, j'ai traîné avec des métalleux, avec des gothiques. Et là, c'est là que j'ai connu les soirées péniches à Paris. Ouais. Et le jour où je me suis pointé en glam rock, moi qui suis né dans les années 70, je fais putain, c'est ma musique. Donc ouais, ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes chansons que tu connais et c'est les plus connues. Je trouve ça dommage. Ouais. Non, c'est non seulement les soirées se passaient mal sur la fin, mais en plus j'avais l'impression de stagner dans ce genre de truc et c'était dommage. Et en plus, quand je discutais avec d'autres personnes, j'avais l'impression que eux-mêmes n'étaient pas très intéressés par la musique, mais plus par l'ambiance en général. C'est Oui. un peu dégoûté de ce milieu-là. Après, je me suis dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer d'écouter et de découvrir des groupes. Mais c'est vrai que je me disais trop cool, je vais découvrir un univers qui est proche du mien, enfin, est complètement le mien, découvrir des personnes avec qui, qui t'as l'impression de t'entendre très rapidement. Et en fait, pas tant que ça. Donc c'était dommage. Après, je sais que ça continue les soirées glam. Et parfois, je me dis, tiens, je vais peut-être y retourner. Mais en fait, à chaque fois, je me dis, non, je suis pas super tenté. Ouais, c'est vrai que moi je trouve ça dommage. Bon, de toute façon avec le Covid, c'est un peu mal barré. Là maintenant. Mais Faut savoir ouais, quand, non. je pense. Moi je sais que quand j'y retourne, c'est surtout pour passer une soirée agréable avec les potes, danser un peu, mais Ouais, c'est vrai que c'est plus pour les potes que pour la musique. c'est ça. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? Pas facile les questions. J'avoue, je suis jamais. Moi non plus, je suis jamais. Mais n'hésitez pas, hein, franchement. Non, franchement. Ah, Oro? Non, c'était juste pour inciter les gens à poser. Encore ta stratégie à 2 balles. Bah oui, mais ça a marché hier.
Mais faut pas se moquer d'Aru. C'est pas de sa faute s'il est comme ça. C'était gratuit. Ouais, mais c'est ça où c'est fun. C'est quand c'est gratuit. Personne d'autre? Ah, attends, j'ai vu un. Bonjour. Corentin? Alors, moi, ma photo de profil, c'est pas pour protéger les gens, hein, c'est juste un chien qui est drôle et c'est tout. En tout cas, ça fait super plaisir de voir quelqu'un qui est passionné, hein, même si on en voit beaucoup sur ce salon, hein, c'est pas le problème. Mais voir un petit peu de sujets un petit peu variés, notamment sur la musique, on entend pas beaucoup ici. Ça fait plaisir. Bah, c'est cool, ça va. Ouais, t'inquiète, pas de souci. J'avais pas forcément de questions par rapport au glam rock, glam metal, pardon. Parce que je ne connais pas trop ce genre et ça fait un petit peu plaisir d'en entendre parler quand même. Mais c'est plus par rapport à ta chaîne YouTube, si tu comptais faire un petit peu plus si tu comptais faire des vidéos à l'avenir et surtout par rapport à Muse, parce que moi je suis un grand fan de Muse et savoir si tu avais quelque chose de prévu. Alors déjà, t'inquiète pas parce que Muse fait partie des groupes que je compte faire et dis-toi même que en fait avec qui j'écris, avec qui je monte, il y a Thomas qui joue Slash en gros dans mes vidéos, dans les dernières vidéos. Ouais. C'est lui en fait de base il est monteur et il est graphiste et c'est lui qui a fait le générique. Et justement, c'est lui qui a mis mon nom dans l'univers dans le logo des Guns. Il a mis Augustin, qui est fan d'ACDC, dans le logo d'ACDC. Et lui, il s'est mis dans le logo de Muse. Et je lui ai dit, t'inquiète, il a dit, j'aimerais trop qu'on fasse Muse. Et j'ai dit, t'inquiète pas, on va le faire. Donc, il sera prévu. Je comptais le faire cette année. Après, le problème, c'est que, en fait, pour être honnête, je n'ai pas du tout le temps en ce moment de pouvoir monter. J'ai 2 vidéos qui sont terminées. Qui ont été tournées mais qu'il faut absolument que je monte et le problème c'est que je suis en pleine recherche d'appartement donc j'avais l'impression j'avais pas trop le temps mais non je sais que malheureusement je suis pas très assidu mais je sais que quand je vais trouver un appartement et je pensais que ça prendrait pas forcément 6 mois parce que j'avais commencé avant le confinement puis il y a eu le confinement et puis là je continue de chercher mais chercher sur Paris c'est la jungle, c'est affreux Oui. Oh là là, j'ai droit à vous gagnez pas assez d'argent. C'est parce que là, je cherche avec ma compagne qui est étudiante. Alors au début, on disait qu'elle était en CDD. Alors je voyais des têtes genre oh mon Dieu, elle est au chômage. Non, elle est en CDD. Ouais, mais ça veut dire le chômage. Moi qui suis en CDI, mais je gagne pas assez. On a quand même des garants, mais c'est pas suffisant. Parfois, j'ai même eu droit à vous gagnez pas 5 ou 6 fois le salaire avec votre salaire. Vous gagnez pas 5 ou 6 fois le. Ouais, c'est abusé. Waouh, enfin, excusez-moi, mais si je gagnais 5 ou 6 fois, je m'achèterais un château en campagne. Je m'achèterais pas, je louerais pas à Paris. Enfin bref. Donc là, ça m'a pris beaucoup de temps et en plus, je ne pensais pas avoir des vacances. J'ai réussi à avoir une semaine à partir donc d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'étais content de faire cette conférence. C'était mon ouverture des vacances. Mais à partir du mois d'août, tout va reprendre. Et en plus de ça, je balance ça comme ça, vous le saurez. J'ai Alice in Chains, qui est un rocker fêlé sur Alice in Chains avec Valou. Je sais pas si vous connaissez le Valou. Oui, Valou at Work. Ouais. On va le faire ensemble. Et également, alors lui, il a arrêté sa chaîne. Je sais que vous l'aimez tous beaucoup. Marvel, le youtubeur Marvel. Ah, il a arrêté sa chaîne. Il a, en fait, pour plein de raisons, alors je crois, je sais pas s'il veut la relancer ou pas, mais je sais qu'en ce moment, il a dû la stopper. Mais on va devoir faire un groupe. Et alors, je ne dirai pas le groupe parce qu'il ne veut pas que je le dise, mais ce sera sur un groupe de néo-metal. Ah Pardon. Je spoil un petit peu, mais c'est parce qu'en fait, je sais que malheureusement, pendant le confinement, j'ai pu sortir pas mal de vidéos de mon côté, donc sans mon équipe, mais parce qu'il n'y avait pas besoin forcément d'eux. C'est pour ça que j'ai pu faire des trucs un petit peu à part. Mais à partir du mois d'août, tout va reprendre parce que j'espère avoir trouvé un appart. Au pire, l'appart dans lequel je suis, je pourrais faire des vidéos à ce moment-là. Mais donc en tout cas Muse, Alice in Chains, un groupe sur le néo-metal et d'autres projets un petit peu à côté comme j'avais fait pendant le confinement sur des styles un peu à part qui sont pas forcés que je peux pas forcément traiter sur un rocker fêlé. Voilà pour vous rassurer. Ok, super. Mais Muse, dis-toi que je détestais la première fois que j'ai écouté. Ah ouais. Mais j'ai haï ce groupe juste au moment. C'est très expérimental, hein. Justement, je me suis dit tu vas adorer ça. Ah mais attends. Je me permets de poser la question. En fait, je détestais. En fait, c'est les voix. Moi, je suis très sensible à la voix et je me disais, je déteste la voix de Mathieu Bellamy. Au début, c'était vraiment un peu comme des gens qui détestent la voix d'Axl Rose, que je peux comprendre, tu vois. Et un jour, en bagnole, je suis sur l'autoroute, je rentre de vacances, je suis tout seul et j'en ai marre de foutre toujours mes CD parce que j'ai beaucoup de CD des Guns dans ma voiture. Donc, au bout d'un moment, j'ai un peu fait le tour.
que ma voiture s'appelle la Guns Mobile. Non mais sans déconner, j'ai des autocollants de Guns N' Roses partout. Et sinon c'est une Toyota, hein, mais voilà. Et en fait, à un moment donné, je tombe sur la radio et je sais plus sur quelle radio je suis. Donc il y a un débat politique, donc je l'écoute un peu vraiment d'une oreille. Et là, il passe une musique. Et là, matin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais elle est incroyable, le riff de guitare, le solo, le pont en plein milieu. Elle faisait au moins 6 minutes. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et j'avais pas le temps de prendre Shazam parce que je roulais, c'était super dangereux, j'étais sur l'autoroute. Donc je me dis, j'espère que le mec va dire après la musique que c'est pas qu'ils ont mis. Et là, le mec, heureusement, l'a dit. Il a dit, et c'est donc Night of Sidonia de Ouais, j'en étais sûr. Quand t'as dit que ça durait 6 minutes, c'est Night of Sidonia. Oh là là, et là j'ai fait non, j'ai aimé Muse. Alors je suis rentré chez moi, je l'ai réécouté, j'ai dit j'ai eu un coup de cœur pour cette chanson, elle était absolument incroyable. Tu vois qu'en cours de fitness, il m'arrive de la mettre en cycling dans des versions un peu remixées, plus rapides évidemment, mais et donc les gens ils font t'aimes bien Muse Ivan? Et je fais écoute, depuis que j'ai écouté cette musique, donc j'ai écouté l'album dont je sais plus le nom de l'album où elle est dedans. Black and Revelations. Voilà, malheureusement les noms d'albums je les perds. Ouais, t'inquiète. Mais non, une claque dans la tronche ce jour-là. Et après l'album que j'ai énormément aimé, je l'ai trouvé parce que je trouve que c'est rare d'aimer un album entier. Je trouve qu'il y a toujours une ou deux musiques qui passent un peu à la trappe. Moi j'ai 3 albums et c'est très drôle, 3 albums que je considère parfaits du début à la fin où il y a aucune musique que j'ai envie de zapper. Il y a, évidemment, vous allez être très surpris, Appetite for Destruction des Guns. Je trouve que même les 3 chansons les moins connues, You Crazy and Fingers et Think About You sont juste énormissimes. Il y a L'école micro d'argent d'Ayam, qui est, je pense, l'album que j'ai le plus torché quand j'étais au collège, quand j'étais jeune. Ça nous rajeunit pas. Vraiment, pour moi, cet album de rap, il est juste parfait. Et cet album de Muse, alors tu vas me dire le titre tout de suite parce que je l'ai pas, c'est celui qui est sorti en 2014 avec le gros manche avec la grosse main là, avec il est gris. Ah, Jones, c'est en 2015. Oh, c'est en 2015, voilà. Le riff d'intro de la première chanson, mais oh mon dieu, et je suis dégoûté parce qu'à chaque fois qu'ils sont passés en concert, je n'ai pas pu aller les voir. Merde. Ouais, c'est un groupe que je regrette. Je déteste toujours Mathieu Bellamy, mais encore une fois, je ne dirai rien parce que mon idole, c'est Axl Rose et je sais qu'humainement parlant, il est pire que Mathieu Bellamy. Donc, en soi, je ne peux pas vraiment critiquer les gens qui aiment bien Mathieu Bellamy parce que bon, voilà, c'est un peu le tel qui se fout de la charité. Et je reconnais que Muse, justement, les albums où ils sont un peu partis ils ont essayé de chercher de se renouveler un petit peu l'album avec toutes les trucs de couleurs là, un peu arc-en-ciel bizarre là. Ouais, The Second Law. Oui, c'est très. Ouais. Je reconnais qu'il est très bizarre pour une première écoute. Moi, j'aime beaucoup cet album. De là à l'écouter tout le temps, pas forcément. Mais ça, de temps en temps, je me le mets et je me dis, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et je comprends également pourquoi la fanbase de Muse a dit qu'est-ce que c'est que cet album, quoi. Mais je trouve que je les imagine bien en studio en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait pas tenter des trucs. Moi, le jour il y a un concert de Muse, il a abandonné que sa guitare, alors j'ai pas la marque de sa guitare, où il a cette espèce de petit truc blanc là. Enfin, tu vas peut-être toi tu dois le savoir, mais le petit truc blanc là qui est sur le côté là, sur lequel il gratte dessus pour pouvoir faire des sons, où il en tire des sons. Enfin, je sais pas. Ah oui, le Chaos Pad. Voilà, enfin, je crois que c'est ce son-là. Enfin, je sais qu'à un moment donné, avec son médiator ou juste avec les doigts, il tape dessus, il fait des Oui, trucs. des fois il le fait avec la langue aussi, en plein live, ouais. J'étais plus sûr qu'il le faisait avec autre chose. Et quand tu vois les sons qu'il en tire de sa gratte et qu'on me dit c'est lui-même qui a voulu faire ça, qui a créé ça. Enfin, là, je me suis dit, ok, ce mec-là, il est quand même, c'est un artiste accompli, quoi. Vraiment, je comprends que le Muse, on peut ne pas aimer des groupes. Moi, par exemple, je vais pas du tout aimer Beyoncé ou des groupes comme ça, ou des artistes comme ça, mais quand tu les regardes, quand tu regardes les musiques, quand tu regardes les shows qu'ils font, tu peux te dire, je comprends pourquoi il y a un public derrière qui est ultra à fond derrière ces artistes-là. Et moi, Muse, quand j'ai vu des concerts de Muse à la télé ou sur ordinateur, je me suis dit, je comprends que le public soit absolument en osmose avec ces mecs-là, parce qu'ils te donnent tout. La raison pour laquelle t'es venu. Alors que pourtant, j'ai fait des concerts d'artistes que on va dire, je vais plus apprécier en CD, genre Black Label Society, qui est, je pense, l'un des pires concerts que j'ai fait de ma vie. Le Zakwa, il est arrivé, il a joué 1 heure, il est reparti. Pas de rappel, pas de du public, rien du tout. C'était de la merde. Il est arrivé, limite, il aurait pu me mettre lecture sur un iPod et il dit, attends, j'ai payé 70 € pour voir 1 heure de concert, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors que je sais que j'ai des potes qui détestent les Guns.
mais je les ai poussés à venir les voir et ils m'ont dit, OK, 3 heures de show avec solo de guitare, solo de piano en plein milieu, le mec qui parle avec le public. OK, j'aime pas le groupe, j'aime pas les chansons, mais faut reconnaître que les 80 €, ils sont bien investis. Et c'est pour ça que, alors que Bon Jovi, qui est pour moi un artiste avec lequel j'ai grandi, je l'ai vu en concert, c'était une catastrophe. 1h20 d'un mec qui bouge pas derrière son micro, qui te sort la playlist Spotify super connue, où en plus on vient le voir pour son nouvel album, il joue une chanson, après je suis content d'entendre tout le reste. J'ai envie de dire, il y a aucune prise de risque, il vient, il joue, il se barre. Super. Donc en fait, t'as même plus envie d'être là, quoi. Enfin, nous, on vient de voir un minimum de... Je comprends que c'est dur, c'est fatigant d'être en tournée. Enfin, je ne connais pas la fréquence d'être en tournée, mais je pense que ça va être l'un des trucs les plus durs qui existent sur Terre. De faire le tour du monde et de jouer tous les soirs devant des gens et d'être tout le temps euphorique, d'être tout le temps content, alors que tu dois avoir plein de problèmes comme nous tous et de ne pas le montrer. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, c'est pour ça que quand tu vois des Justin Bieber que moi je déteste, où le mec il est un peu malade, il se barre, alors que tu te dis attends, excuse-moi, mais il y a des gens, ils payent, ils viennent te voir, c'est ton métier. Enfin, il y en a, ils ont fait pire que toi tu te barres. Excuse-moi, je trouve ça un peu indécent pour le public qui vient te voir. Et c'est pour ça que j'ai un peu aucun respect pour des artistes comme ça, entre guillemets. Où il y avait Pete Doherty aussi, qui était lui aussi un bon nul là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à la question, oui, il va bien un Rocker Fellé sur lui. Désolé. Je compte, et je sais qu'il y a pas mal de personnes parfois que je croise qui me disent ouais, tu vas parler de ce groupe-là, et souvent quand je dis bah écoute, il y a Muse, et ils me font ah ouais cool, parce que je connais pas vraiment Muse et j'aimerais bien découvrir ce groupe. Et c'est là que je me suis dit putain, mais c'est vrai que Muse, il fait aussi partie maintenant des vieux groupes. C'est fou. Oui. Et alors que j'ai l'impression que c'est un groupe récent, parce que c'est plus récent que les Guns par exemple. Alors que ils qui se renouvellent en fait. Bah oui, c'est que les Guns malheureusement. Moi, je pense que j'ai décidé de faire le deuil du nouvel album qui ne sortira jamais. Je pense que Socialist Démocratie, ça évidemment le dernier album, parce que quand ils nous ont sortis, et là pour le coup ça m'a vraiment énervé, alors que Dieu sait que je les ai défendus jusqu'à la fin, quand ils ont sorti ce gros coffret Blu-ray truc muche Appetite avec quelques chansons dedans, j'ai fait mais on s'en fout, enfin vous avez écrit ça il y a 30 ans, vous pouvez pas sortir des trucs récents, et en fait bah non. Sinon, tu penses quoi du groupe Disturbed? Alors, j'aime beaucoup. C'est un groupe avec lequel j'ai grandi au lycée, avec l'album Land of Confusion, qui avec cette reprise de la chanson Land of Confusion de l'album, je ne sais plus, avec leur mascotte là, le mec super badass avec la capuche où on voit juste ses yeux et ses dents, où ils ont repris la chanson de Genesis Land of Confusion, qui est juste, je pense, l'un de mes albums préférés. J'adore la voix du chanteur, je ne sais plus son nom, mais comment? David Draiman. Je sais parce qu'il était classé dans le Néo durant le premier album Disturbed. Bah oui, je m'en doutais justement. Je me suis dit que tu allais forcément intervenir. J'aime beaucoup Disturbed, mais en fait c'est un groupe que j'écoute rarement parce que je trouve qu'ils vont. En fait c'est bête ce que je vais te dire, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin dans leur délire. Contrairement à des groupes comme Five Finger Death Punch, je les compare pas forcément, mais j'ai l'impression que Punch. Ouais. Tu t'avais dit que j'ai un accent anglais absolument nul. Mais en fait, Disturbed, je trouve que c'est un groupe qui représente bien les années 90, début 2000, mais qui sont pas allés loin dans leur délire. Je trouve qu'ils restent en surface. Et, à chaque fois, enfin, on peut ne pas être d'accord avec moi évidemment, mais je trouve que musicalement, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient toujours aller plus loin. Et quand justement je tombe sur des groupes comme Five Finger, je me dis ouais, voilà, eux ils vont jusqu'au bout de leurs idées, de leurs envies, même dans leurs clips et tout. Et donc je vais être plus être sensible à des artistes comme ça. Même si bon voilà, comme je dis, Disturbed, la reprise de Land of Confusion de Genesis, je trouve meilleure la version de Disturbed que la version de Genesis. Mais après Collins. Écoute aussi la reprise qu'ils ont fait de The Silent Silence. Disturbed, ils ont repris The Sound of Silence. Oui. Ouais. Oh merde. Elle est superbe. Ok, et ben écoute, attends, je vais aller la mettre sur YouTube tout de suite parce que comme ça, je vais aller l'écouter tout de suite après. Attends, Disturbed, parce que je savais même pas qu'ils l'avaient reprise, dis donc. Bah moi c'est un groupe que j'ai découvert via YouTube, donc il y a des fois je me fais Disturbed Best of et tiens ça celle-là je la connaissais pas, tiens celle-là non plus. Ça, non, c'est génial, c'est YouTube, c'est génial en soi de pouvoir découvrir tout ça. Bon, il y a aussi des trucs que j'écoute qui n'ont aucun rapport avec ce dont on discute.
Bah, en général, c'est Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Boney M, Imagination. Là, on est dans du bon funk, là. Attends, Là, il y a pas longtemps, c'était Michel Fugain et le Big Bazar. Mais je retourne tout le temps au métal parce que c'est vraiment un truc. Il y a un épisode, tiens, je vais spoiler un peu cet épisode parce que bon, il y a un groupe avec lequel on a tous grandi, qu'on a tous aimé, même si on a tous su que bon, c'est des DJ donc ils ont rien composé. C'est Daft Punk évidemment. Mais en fait, le jour où j'ai découvert que, alors à part Random Access Memory, donc leur dernier album, mais les Robot Rock, Aerodynamic et Homework, ce ne sont que des reprises de groupes. Et le problème, c'est que quand j'ai écouté les reprises des chansons, c'est littéralement du foutage de gueule. Il y en a certaines, ils ont juste repris exactement la musique. Robot Rock, littéralement, alors leur album Robot Rock est le moins connu. C'est celui qui est sorti entre Aerodynamics et Random Access Memory. Mais c'est monstrueux à quel point ils sont allés reprendre juste 2 minutes d'une musique funk et ils l'ont répété, mais la même. Ils ont même pas modifié comme Aerodynamics ou Homework où ils ont un petit peu modifié le rythme, un petit peu modifié, on va dire, le ton, où tu reconnais vite fait la reprise en disant ah ouais, ils ont repris ça, mais ils ont un peu modifié ça par-dessus. Bon, c'est pas mal, même si tu sens que bon, ils auraient pu être un peu plus bon. Mais je trouve que parfois ils se foutent un peu de la gueule du monde et j'aimerais faire un épisode justement complet sur toutes les chansons de funk, de R&B que Daft Punk a repris parce que j'ai découvert par contre des artistes que je ne connaissais mais absolument pas dans le funk et j'ai écouté après tout ce que ces artistes ont fait et je me suis dit merci Daft Punk en soi. Par contre on peut les critiquer mais je vous invite d'ailleurs pour ceux qui aiment Daft Punk à aller écouter. Parce que sur YouTube, maintenant, tu tapes cover Daft Punk, tu trouves tout de suite la musique qu'ils ont reprise. Et c'est juste absolument fantastique ce qu'ils ont repris. C'est limite mieux que ce qu'ils ont fait. C'est dire. Il y avait justement le youtubeur Franck Coty qui avait fait un épisode spécial sur Daft Punk. Exact. Justement, je cherchais, en fait, alors, je savais qu'il y en avait un qui l'avait fait, mais je savais plus qui c'était. Mais je trouve qu'il aurait pu aller. Après, je pense qu'il voulait pas faire non plus une vidéo d'1 heure. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, et surtout des artistes de funk, mais des trucs, et ça que je me dis vraiment, les deux DJ de Daft Punk, là je sais plus leur nom à ces deux mecs, mais ils ont une culture funk absolument sidérante. Thomas Bangalter, il y a dans le duo. Thomas Bangalter, c'est celui qui avait fait aussi la musique d'un film de Gaspard Noé, Irréversible, je crois. Alors oui, parce que quand t'as dit non, j'ai dit mais c'est un artiste qu'ils ont repris. Ah non, mais des artistes, mais tu fais, mais what the fuck, mais d'où ils connaissent pas. Et d'ailleurs, il y a pour ceux qui aiment bien Daft Punk, il y a le reportage Daft Punk Unchained qui avait été fait, qui explique justement comment ce groupe est devenu ce qu'ils sont devenus. Et ce qui est ouf, c'est que t'as 2h30, 2 heures de reportage sur Daft Punk où tu ne vois jamais Daft Punk, ce qui est juste génial. Ils sont jamais dedans. C'est que des intervenants. Et à un moment donné, t'as justement là comment il s'appelle, Nile Rodgers, le guitariste qui avait été repris pour Random Access Memory, qui dit j'ai vu ces deux petits blancs parisiens un peu bobos qui viennent me parler du funk américain des années 70. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils viennent me parler de ça alors que moi j'ai grandi dedans. Et c'est limite eux qui ont redonné envie à plein d'artistes de funk de se remettre là-dedans. Alors que c'est des Français de banlieue parisienne, quoi, tu vois. Et c'est là que tu te dis on peut les critiquer, mais leur imagerie, les deux personnages, le coup de se masquer, ça a forcément plu. Mais parfois, je trouve qu'il y a eu une grosse fainéantise. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Random Access Memory, ce sont que des titres qu'ils ont voulu créer, pour peut-être pas qu'on les critique trop de plagiat la plupart du temps. Bon, on a un peu divergé du sujet de base qui était le glam metal. Ouais, mais comme toujours. Du coup, vu qu'il reste plus que 4 minutes, on va voir pour une dernière question. Ouais. S'il y a. Alors, avez-vous une dernière question? Okay, moi, je vais revenir. Ah bah, bonjour Lucas. Vu qu'on en est à poser des questions sur les vidéos qui vont sortir, alors je vais poser la question, complètement fan service en ce qui me concerne pour parler du groupe de mon adolescence. Est-ce qu'il y aura un jour une vidéo sur Green Day? Il y aura une vidéo sur Green Day, évidemment. Oh mon Dieu. Oui, j'adore. Évidemment, ce sera sur les albums que je ne parlerai pas du tout d'American Idiot, qui je pense on a tous écouté, réécouté, réécouté. Et en fait, Green Day, ce qui me saoule, c'est pour ça que j'aimerais faire une vidéo sur eux, c'est parce que quand on dit qu'on aime bien Green Day, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est pas du tout du punk, c'est
le groupe cliché qui a voulu reprendre. Alors tu fais, mais pas du tout en fait. Ils ont, si tu connais leur histoire, ils ont pas du tout à rougir de tous les groupes qui se veulent vraiment punk en soi, parce que j'ai beaucoup grandi à un moment donné avec des groupes Oi. Je sais pas si ça vous parle le Oi. Est-ce que je dois expliquer Moi, ça me parle, mais je pense que la plupart des gens ici, non. Alors en fait, on va dire le Oi, c'est, alors là, je vais dire des termes qui risquent de faire peur, mais les skinheads. En fait, Les Redskins ou les Skinheads? alors un peu les deux, parce qu'en fait le Oi, on va dire, c'est du rock brut, avec lequel le monde skinhead a grandi. Mais alors quand je dis skinhead, ça va être vraiment tous les skinheads, c'est-à-dire du Redskin jusqu'au White Power, en passant par les premiers skinheads qui sont en fait les beaucoup des gens des îles qu'on a malheureusement ramenés de force en métropole, et que comme ils se faisaient beaucoup insulter et critiquer de par leurs cheveux, ils se sont rasés la tête, et en plus à cause du temps, c'était absolument affreux de porter leurs dreadlocks. Et donc ils se sont fait appeler les skinheads. Et ensuite il y a eu un melting pot qui s'est fait en Europe entre, on va dire, les blancs d'un côté qu'on grandit avec justement toute cette génération de personnes racisées des îles qu'on a ramené de force. Et donc, il y a eu cette espèce de mélange musical qui a commencé à se créer avec, le rock, hein, qui s'est un peu émergé là-dedans. Et on va dire que le Oi, c'était cette espèce de musique très brute qui parlait des vraies choses de la vie, de la dureté de la vie, parce que c'était principalement des ouvriers, enfin, le monde ouvrier enfin, principalement ce monde-là. Et comme les mecs étaient un peu pauvres, en plus, ils pouvaient pas se permettre de s'acheter plein d'instruments, donc c'était principalement batterie, guitare et voix. Et voilà, au moins, on prenait les deux instruments les plus classiques. Mais et ensuite, après, dans le Oi, tu peux avoir des groupes, malheureusement, qui vont être très fascistes. Hein. Légion 88, enfin tous les groupes qui vont finir en 18 en 88, qui sont des chiffres racistes, puisque si tu prends le chiffre et que si le 1, tu dis c'est A, le 8 c'est H et ça fait Adolf Hitler, et 88 ça fait HH pour Heil Hitler. Voilà. Donc, si tu as 88 ou 18 dans un groupe, tu sauras ce qui malheureusement t'attend. Et après, tu auras évidemment des groupes de Oi punk comme The Herbert, Génération Skinhead, des trucs comme ça, qui eux vont être Redskin donc, et qui vont, eux c'est très sympa à écouter. D'accord. Et donc en fait, c'est un peu ce côté un peu qu'on retrouve dans le métal, genre t'écoutes Green Day, mais moi j'écoute des vrais groupes de punk, moi j'écoute du Oi, toi des groupes que tu connais pas, et tu fais mais attends, c'est pas parce que d'un seul coup t'as un groupe qui va passer à la radio et qui va devenir mainstream qu'ils ont à rougir face à des groupes qui viennent vraiment de la rue et des trucs comme ça, parce que Green Day ils viennent un peu de la rue aussi, hein, si tu connais un peu leur histoire, ça a été très compliqué, et justement c'est un groupe qui a su tirer les bonnes cartes pour monter le plus haut possible et on va dire ouvrir le punk à une énorme partie d'un public qui peut-être n'aurait pas été sensible à cette époque. Et dans une moindre mesure, tu as eu Sum 41 aussi qui a pas mal joué là-dedans, mais Green Day c'est les maîtres, hein, les maîtres là-dedans. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils ont une longévité de carrière extraordinaire, même si aujourd'hui ils tombent un petit peu. Et que les mecs, ils ont rempli des stades. Et après, qu'on le veuille ou non, mais la voix et j'ai honte, je ne sais plus le nom du chanteur, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Billy Joe Armstrong. Billy Joe Armstrong, merci. Il a une voix, mais magnifique. Et c'est une voix que tu reconnais tout de suite. C'est ça que je trouve ça. Moi, j'aime beaucoup les groupes où la chanteuse ou le chanteur, tu vas reconnaître leur voix directement. Donc oui, Green Day, en fait, c'est un groupe que je veux faire depuis un certain temps, parce que justement, j'en ai marre quand je dis que j'aime Green Day, qu'on me dise oh là là, le groupe punk, pareil, enfin, le faux groupe punk, alors que moi je connais les vrais, moi dans les bails, moi je vais dans les caves écouter du vrai punk. Je fais attends mec, c'est parce que dans les caves que tu vas écouter du vrai punk. Moi aussi je peux te sortir les groupes de punk inconnus au bataillon. Et d'ailleurs en soi, ce qui est très drôle, c'est que souvent je leur dis c'est quoi ce que t'écoutes, et c'est souvent NOFX ou Propagandhi qui ressort. Donc je fais c'est des groupes aussi qui sont très connus, enfin bon peut-être moins que Green Day en soi bien sûr, mais c'est des groupes, NOFX, leur chanson là où ils se foutent de la gueule d'Iron Maiden en parlant de Bruce, Eddie et enfin bref, je sais plus encore une fois, je sais plus les paroles, mais c'était très drôle. Mais oui, en tout cas, il y aura bien un Rocker Face sur Green Day. Faut savoir m'arrêter de temps en temps. Vous voyez, hein, moi. De toute façon, on va t'arrêter là. T'as dépassé le délai de 2 minutes. Nous sommes en overtime. Attention. Très bien, voilà. Et du coup, merci beaucoup pour la réponse. Et je laisse Taki conclure. Après que tu aies conclu, je vais dire un truc. Excuse-moi.
Donc, cette question clôt la conférence. Merci à tous d'avoir assisté. Merci à toi, Ivan, d'être prêté au jeu. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Eh bien, lisez de la musique et écoutez des comics, qui est ma phrase pour laquelle je viens de me tromper et je fais exprès. Non, bah écoutez, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'était vraiment très plaisant. Et s'il y a possibilité de revenir, ce sera avec grand plaisir en tout cas en retour de vacances. D'accord. Lucas, tu voulais finir par quoi? Très bien, messieurs, dames, parmi nous, il y a une certaine Béatrice Florin qui est là. Mais bon, pour vous, ce sera capitaine. Alors, Béatrice Florin, elle a un stand un petit peu plus haut, qui est c'est le stand d'invité d'honneur, sur lequel elle vous parlera de son livre, qui est de la fantaisie de piraterie. Si j'en parle très rapidement, c'est plus compliqué que ça, mais elle vous expliquera. Et je vous invite à aller l'aborder sous peu, parce que c'est vraiment excellent ce qu'elle fait. Ceci étant dit, je disparais. Merci à toi, Lucas. Merci à tous. La prochaine conférence a lieu. Bon, il va falloir que je ressorte le planning, forcément. Ce sera avec du coup Shikimi, Christopher Evrard, qui devient un habitué des conférences, et Ya. Et ce sera sur la création des personnages. Et donc, pour les autres, bonne fin d'édition.